Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Lancement des activités du projet FIL, formation, entreprise et travail pour promouvoir un développement inclusif et durable, un projet dont les coûts s'élèvent à plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre chinois des Affaires étrangères entame demain sa traditionnelle tournée de Nouvel An en Afrique. Il est attendu dans 5 pays. Des audiences inédites ouvertes hier, jeudi, à la Cour internationale de la justice de la Haye, c'est suite à une saisine qui émane de l'Afrique du Sud. Sport, football, CAN 2023, nous vous proposerons la suite des présentations des groupes. Les Aigles se sont d'ailleurs envolés hier pour la Côte d'Ivoire après avoir reçu le drapeau national des mains du président de la transition. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était hier jeudi à Lassa, en commune 4 du district de Bamako. L'objectif de cette visite était de voir de visu les installations de l'atelier de taillerie des femmes minières du Mali à Féminine. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de collaboration entre le département et les associations et groupements de femmes. Sougouna Kamisoko et Abou Kone étaient de la visite. Voici le reportage. La création de cet atelier de taillerie des femmes minières de Lassa, selon le premier responsable du département de la femme, est une réponse à la problématique de l'autonomisation de la femme malienne. Cela à travers l'accroissement de la production et de la productivité industrielle. À travers cette visite, le ministre Coulibaly Mariam Maïga a voulu s'imprégner du fonctionnement de l'atelier en passant par la salle d'exposition des bijoux. Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Nous avons ici toute une chaîne de valeur, des femmes qui travaillent déjà dans les collines, dans différents endroits du Mali, de Kaye jusqu'à Kidal. Les femmes sont depuis très longtemps dans les activités d'extraction, mais avoir l'idée de se constituer en groupement afin de mettre en place une unité qui, nous espérons dans les temps à venir, va devenir une usine, est une première. Nous sommes très fiers du travail qu'elles sont en train de faire. Nous les encourageons et aussi nous reconnaissons qu'aujourd'hui, elles aident le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans son travail d'autonomisation de la femme. Malgré la performance réalisée en matière de confection de bijoux à base de pierres taillées, le centre se trouve confronté à des difficultés majeures. Zénab Kamara, directrice de l'atelier de taillerie de l'Association des femmes minières du Mali. Nous avons à peu près 15 personnes officielles qui sont là tous les jours. Ça, c'est dans l'unité de taillage, les permanents. On est confronté à pas mal de difficultés, notamment nos femmes extraient les pierres à la main. Donc nous n'avons pas de machine d'extraction. Pour l'acheminement des pierres, nous n'avons pas de véhicule pour pouvoir acheminer nos pierres. Au niveau de Lassa, ici, nous avons besoin d'une formation dans le domaine commercial, un minimum, pour nos femmes. C'est grâce à ONU Femmes quand même que nous avons eu la taillerie, les machines. La Banque mondiale nous a aidés pour la première taillerie au niveau de Diagon. Créée en 2002, l'Association des femmes minières du Mali compte aujourd'hui plus de 5000 adhérentes à travers le pays. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé hier jeudi l'atelier de mise en place du comité de suivi de la biodiversité sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. L'objectif est de mettre en place un groupe national de suivi de la biodiversité, partie intégrante des coalitions nationales dotées d'indicateurs de mesure et d'un plan de travail de suivi des bioindicateurs, Reportage à Guy Boukoulibaly. L'ONG BirdLife International vient de signer une convention de partenariat avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Mali. Cette convention vise à appuyer l'agence dans le suivi de la biodiversité au niveau de l'espace de la Grande Muraille Verte
en facilitant l'intégration de la biodiversité dans ces programmes et projets. Avant le démarrage des activités, les acteurs se concertent à Bamako pour identifier les structures qui interviendront dans le suivi de la biodiversité. Ils mettront aussi en place un comité national. Toumani Diallo, directeur général de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte au Mali. La cohérence de l'activité réside surtout dans les fondements du concept de l'initiative Grande Muraille Verte qui, d'un simple projet de reboisement, a évolué vers un concept plus intégrateur et holistique, s'adossant à 3 grandes conventions des Nations Unies, à savoir la Convention sur la lutte contre la désertification, celle relative à la lutte contre les changements climatiques et enfin la Convention sur la biodiversité. Le ministre en charge de l'environnement se réjouit de cette collaboration de l'ONG BirdLife International et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Mali pour la concrétisation de la mise en place du comité national à travers une convention. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette convention prévoit les axes majeurs suivants: la restauration des paysages et écosystèmes terrestres, le renforcement des capacités des institutions, des organisations locales et nationales de conservation de la biodiversité, l'exploitation et la diffusion d'informations sur le statut et les tendances des oiseaux et de leurs habitats par le biais de la recherche collaborative et du partage d'informations, de bonnes pratiques et de leçons. L'appui à la sensibilisation et au plaidoyer envers les politiques et décideurs en vue de promouvoir une meilleure planification et une gestion durable des zones clés de la diversité biologique. À la fin des travaux de 2 jours, les participants formuleront des recommandations pour l'opérationnalisation du Comité national de suivi de la biodiversité dans le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet Philo Formation Entreprise et Travail pour promouvoir un développement inclusif et durable. Un projet qui va former 120 jeunes maliens et qui est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et l'ONG Engine en partenariat avec l'Association des centres de formation professionnelle agréés au Mali. Le lancement des activités du projet a eu lieu hier jeudi au gouvernorat du district de Bamako. Reportage Kassim Diallo. L'Association malienne des centres de formation professionnelle agréés en partenariat avec l'ONG Engine s'engage à former 60 formateurs et 100 jeunes dans le cadre du projet Phil Formation Entreprise et travaille pour promouvoir un développement inclusif et durable. Les participants seront outillés en transformation agroalimentaire, restauration, froid et climatisation, coiffure et esthétique. Kadi Kamara, présidente de l'Association des centres de formation professionnelle. Ces actions sont significatives, mais les défis restent énormes, dans la mesure où chaque année, plus de 300 000 jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés viennent sur le marché de l'emploi sans qualification professionnelle et sans aucune opportunité d'insertion socio-professionnelle. Vous conviendrez certainement avec nous que cette situation constitue un obstacle majeur à la stabilité de notre pays. Ce projet doit contribuer à renforcer la capacité des bénéficiaires. Le montant global du projet s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Georgia Trodini, chef de projet. Le projet FIL, Formation Entreprise et Travail, vise à promouvoir les petits entrepreneuriats d'une part, l'acquisition des compétences technico-professionnelles d'autre part, tout en encourageant les dialogues avec les institutions chargées de l'emploi, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la promotion des politiques des jeunesses. Tidjani Yuba Diakité, chef de cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Dans un pays où l'insertion socio-professionnelle des jeunes est difficile, parce que la quasi-totalité se retrouve sans qualification, vous comprenez aisément, le problème de l'emploi des jeunes se pose avec acuité. C'est dans ce contexte que notre pays s'est engagé à promouvoir globalement un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté, des inégalités dans un Mali uni. Tenant compte de cette vision, le département s'est engagé dans le développement du capital humain à travers la formation professionnelle de qualité. Durant 6 mois, les participants à cette formation seront dotés des compétences nécessaires en vue de leur insertion socio-économique. Tenu à Assa d'une session extraordinaire du Comité régional d'orientation de suivi des actions du développement CROSAD,
Les participants ont travaillé à l'approbation des sous-projets des collectivités territoriales sur la dotation conditionnelle de performance. Il s'agit notamment de la validation des projets qui sont en retard sur l'exercice 2023. La session est financée par le projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services à 100. Nous avons joint Drissa Koné. Au titre de l'année 2023, le projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services en riposte à la COVID-19, PEDREAS, a mis à la disposition de 5 collectivités de la région de San la somme de plus de 452 millions de francs CFA. Il s'agit des communes de Ténéni, Si, Somo, Da et San. Cette session a pour objectif de travailler à l'approbation des 16 projets soumis à l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANCT, colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. On a conseillé aux participants de bien analyser les stratégies de développement de ces projets-là et essayer de les valider pour nous permettre au moins d'avancer parce que nous sommes un peu en retard au compte de l'exercice 2023 déjà. Donc il faut valider les projets de 2023 pour pouvoir au moins envisager 2024. Sur les 16 projets, 13 ont été validés et 3 ajournés. Après des discussions de compréhension, les membres du CROCSAD ont approuvé les projets. Abdelkader Aïdara, directeur régional ANCT Ségou. Les projets que nous venons de valider avec le CROCSAD peuvent être considérés comme des projets structurants à l'échelle des collectivités, des étangs de pisciculture, des écoles, des caniveaux, des marchés. Il faut noter que la tenue de cette session extraordinaire du CROCSAD est une initiative du gouverneur de la région de San. San, Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTM. Au RTM, 13h passées de 11 minutes. Après l'actualité nationale, place aux nouvelles internationales. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi entame demain samedi et jusqu'au 18 janvier sa traditionnelle tournée de Nouvel An sur le sol africain, une tradition depuis 34 ans. 4 pays sont plutôt au programme: l'Égypte, la Tunisie, le Togo et la Côte d'Ivoire. Le chef de la diplomatie chinoise s'y rendra ensuite au Brésil et en Jamaïque. La tournée de Wang Yi en Afrique intervient au moment où la Chine décide de renforcer ses relations avec les pays du Sud. Au Burkina Faso, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, c'est le supplétif civil de l'armée qui participe à la lutte contre le terrorisme, bénéficient d'une augmentation de leurs primes et indemnités. C'était une promesse faite par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de ses vœux de Nouvel An à la nation. La prime mensuelle des VDP passe maintenant de 60 000 à 80 000 francs CFA. Le président sénégalais Macky Sall a entamé hier une visite d'État à Nouakchott, une visite qui va durer 2 jours. C'est à l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Les 2 chefs d'État se sont entretenus à huis clos dans l'après-midi. Au milieu des échanges, le démarrage imminent du grand projet d'extraction des gaz de la région ouest africaine, un gisement partagé entre les 2 pays. Et si la réalisation du projet a pris du retard selon la dernière déclaration du gouvernement mauritanien, la production de gaz devrait toutefois débuter avant la fin du premier trimestre 2024. En République démocratique du Congo, les résultats des législatives ne sont toujours pas connus, alors que l'attente initiale pour ces résultats était fixée au 3 janvier. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI est toujours à pied d'œuvre pour pouvoir rendre disponibles ces résultats avant la fin du week-end. Une attention particulière est accordée au seuil de représentativité. Les partis et les groupements politiques n'ayant pas atteint le seuil de 1% ne pourront pas siéger à la prochaine Assemblée nationale. Ainsi, la CENI dit prendre son temps pour éviter au maximum les erreurs dans le calcul de ce seuil. Guerre entre Israël et le Hamas, des audiences inédites sont ouvertes depuis hier pour 2 jours à la Cour pénale de justice de La Haye aux Pays-Bas, et c'est l'Afrique du Sud qui a saisi le mois dernier cet organe judiciaire des Nations Unies pour lui demander de statuer sur d'éventuels actes de génocide dans la bande de Gaza. Israël a rejeté aujourd'hui les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la CIJ.
Il revendique le droit à la légitime défense après les massacres perpétrés le 7 octobre dernier par le Hamas. Les avocats de l'État hébreu ont dénoncé, je cite, des allégations sans fondement après avoir écouté la veille leur père sud-africain accusé Israël de mener une campagne destinée à détruire la population de la bande de Gaza. Sur le terrain, des dizaines de personnes ont encore été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la bande de Gaza. Selon un dernier bilan annoncé hier par le Hamas, plus de 23 469 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. L'actualité sportive est évidemment dominée ce vendredi par la CAN 2023 et la remise hier jeudi du drapeau national par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, aux Aigles avant le départ à la Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire est l'événement de ce vendredi. L'emblème national, à savoir le drapeau national, a été remis par le chef de l'État au capitaine des Aigles, Amari Traoré, occasion pour le président de la transition, premier supporter, de rassurer les Aigles et de leur faire savoir que la remise du drapeau national s'engage comme combattants du ballon rond. Il faut signaler que les aigles ont d'ailleurs quitté ce matin Bamako. Ils sont arrivés à Korogo. Contrairement à ce que je vous avais annoncé dans les titres, le point de la cérémonie avec Ariduma Atina, la cérémonie évidemment de la remise du drapeau. Koulouba ouvre ses portes à l'équipe nationale de football qui s'apprête à prendre part à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour accompagner les Aigles, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État premier supporter, remet le drapeau national à la sélection. Un moment spécial et solennel. Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de mesurer la portée de l'événement. Il salue le chef de l'État pour son leadership qui a permis à l'équipe d'être dans les meilleures conditions pour aborder la CAN. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Nous avons vu tous les efforts que vous avez instruit de faire pour mettre aujourd'hui les joueurs dans les meilleures conditions. Déjà dans le cadre des infrastructures qui ont été rénovées, et à un niveau où on les appelle, au niveau de l'hôtel des Aigles, l'hôtel des 5 étoiles. Je tiens officiellement, Président, à vous informer que toutes les primes ont été payées par virement bancaire. Le Président est allé beaucoup plus loin. Il a demandé à ce qu'on s'assure à ce que, à chaque fois que vous faites un échelon, que vos primes soient mises à disposition. Et grâce à ces instructions, le ministre de l'Économie et des Finances a pris toutes les dispositions. S'adressant aux Aigles, le ministre Fomba les invite à faire honneur au pays. Chers jeunes frères, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes en face de son Excellence le Président de la Transition, mais vous allez plus que jouer des matchs. Vous allez représenter tout un pays, parce que porter le drapeau, c'est porter toute une nation derrière. Vous ne jouez pas que pour vous. Vous jouez pour tout un pays, toute une nation. Aujourd'hui, tout le monde est derrière vous et nous croyons en vous. Amari Traoré, capitaine des Aigles. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. Premier supporter de l'équipe nationale à la CAN, le président de la transition, chef de l'État, n'a pas manqué de rappeler aux joueurs la mission qui leur attend en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais en tant que combattant du ballon rond à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté
d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Lors de la cérémonie, le maillot officiel des Aigles à la CAN a été remis au président de la transition par le ministre en charge des sports. Tour à tour, les 27 Aigles, leur staff et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football ont salué le chef de l'État avant d'immortaliser la cérémonie par une photo des familles. Sport, toujours effectivement, nous sommes toujours dans la mouvance de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et nous continuons notre série de présentations des groupes. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'équipe du Mali, les Aigles du Mali qui sont dans la même poule que la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Fotigi Toumara. Sauf cataclysme, le Mali sortira de sa poule pour se faire une place en huitième de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au pire des cas, les Aigles du Mali pourraient figurer parmi les meilleurs troisièmes des poules, évoluant dans un groupe composé d'anciens mondialistes et vainqueurs de la compétition, en l'occurrence la Tunisie et l'Afrique du Sud. Accompagné par la Namibie, le Mali sera incontestablement le poil à gratter de la poule E. En terre ivoirienne cette année, notre pays fera sa 13e participation à la CAN. En 12 éditions déjà disputées, la meilleure performance des Aigles reste et demeure la finale perdue en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Un coup d'essai à l'époque qui s'est transformé en coup de maître puisque pour une première participation, le Mali s'est hissé en finale. Et depuis, les Aigles n'ont plus atteint ce niveau de la compétition malgré quelques tentatives infructueuses en 1994, 2002 et 2004. Des assauts qui se foirent lamentablement en demi-finale. Après des échecs cuisants en 2008 et 2010 où les Aigles se sont noyés en poule comme en 2015 et 2017, ils sont à nouveau victimes de ce qu'on peut qualifier de syndrome du Caridas en 2012 et 2013 où ils réussiront cependant l'exploit de monter 2 fois d'affilée sur le podium en occupant la 3e place du tournoi. Les Aigles tombent de ces piédestals en 2009 comme en 2021 où ils s'arrêtent en 8e de finale au bout des matchs pourtant à leur portée. Cette édition 2023 de la CAN arrive alors comme une occasion de rachat pour la bande au capitaine Amari Traoré qui gagne en maturité malgré quelques remaniements dans l'effectif comparativement à celui de la précédente édition. Sur les 27 Aigles retenus pour cette expédition 2024, plus d'une dizaine de joueurs sont des novices à la CAN. En tout, 12 précisément vont vivre cette année leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, majoritairement composée de jeunes talents sortis des centres et académies de football du pays, auxquels s'ajoutent quelques binationaux formés en Europe. Cette QV 2024 des Aigles sera une fois de plus très attendue en Côte d'Ivoire, aussi bien par les adversaires que par les observateurs. Sera-t-elle capable de démentir les détracteurs qui la qualifient d'équipe aux caractéristiques inconstantes et au parcours anachronique? Constat dû au fait que les Aigles, de cycle en cycle, se sont montrés très imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. À tort ou à raison, ils sont réputés d'être le plus souvent présents là où on ne les attend pas forcément et paradoxalement absents là où on les attend ardemment. Un décalage à régler comme bien d'autres lacunes à corriger si Eric Chegoussel veut bien voir les Aigles planer sur le football africain. En poste depuis un bon moment, le coach Eric Chegoussel, qui fera lui aussi sa première CAN en tant que sélectionneur, pense que son équipe peut bien briller en Côte d'Ivoire. Son bilan à la tête des Aigles pousse à l'optimisme. En 13 matchs, toutes confrontations confondues, il compte avec les Aigles 10 victoires, 2 nuls et une défaite pour 31 buts marqués contre seulement 7 encaissés. Ces statistiques impressionnantes qui peuvent bien servir d'indicateurs de résultats ne sont pas forcément gages de succès. C'est pourquoi les maillots des Aigles portés jusque-là par des générations de joueurs aussi doués les uns que les autres ne portent pas encore la moindre étoile. Cette année sera-t-elle la bonne pour couronner les Aigles? Le rêve n'est pas interdit. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique de Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. La réalisation était assurée par Dossé Baba Diara pendant que tout le travail était coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute car dans un instant, Assa Tangara sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.